On a fait 1000 euros par jour, je pense, au bout de 7-8 mois. Par contre, quand on a atteint les 1000 euros par jour, on est très vite passé à 3-4 000 euros par jour. J'en connais plein des formateurs qui prodiguent la bonne parole et au final, eux-mêmes, leur propre business e-commerce fonctionne pas. Ils vont plutôt acheter le message, la marque en elle-même, plus que le produit. Et tu dois attendre le bip pour la prochaine bouchée. C'est totalement con, mais c'est génial. D'un coup, t'as un produit de merde, enfin basique, qui devient un best-seller. Le e-commerce reste, à mon sens, en 2024, sans doute l'un des meilleurs business, sans vraiment barrière à l'entrée, à moins d'être totalement con. C'est parti, messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur le podcast Hors des Clous, nouvel épisode aujourd'hui. Nous sommes en forme, enfin je pense. Oui. On ne s'entend plus avec cette connerie. Cette musique. Mais oui, en forme, bien sûr qu'on est en forme. Sujet très intéressant aujourd'hui parce qu'en fait, on va parler de comment stabiliser un site e-commerce avec le chiffre symbolique des 1000 euros par jour de chiffre d'affaires. Et donc, l'idée, c'est d'aujourd'hui répondre à cette question. Comment est-ce qu'on fait pour faire 1000 euros par jour sur un site e-commerce? Est-ce que c'est facile? Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que c'est un objectif aussi? C'est vrai, tout le monde veut les 1000 euros de chiffre d'affaires alors que ça ne veut rien dire en termes de rentabilité. C'est de la merde, c'est nul. Et donc, il y a plein de sujets qu'on peut aborder. Comme d'habitude, on a notre petite trame ici on va dire c'est du chapitrage, hein, c'est les grands thèmes qu'il faut aborder. Mais comme d'habitude, on n'est pas obligé de suivre ça. Si à un moment donné tu veux nous parler de ta première fois, tu peux également le faire, il n'y a pas de souci. Avec une femme, avec une femme, oui. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde en plus. Et vous pouvez nous le dire en commentaire si vous êtes intéressé par la première fois de Romain dans les détails. Ouais, alors 1000 euros par jour, c'est vrai que c'est un objectif, on va dire petit bras, mais en même temps, c'est une étape quand on commence en e-commerce. Enfin, pour l'avoir déjà vécu aussi par le passé, et on le sait bien à travers aussi nos clients qu'on accompagne. C'est une étape très importante, c'est un chiffre, c'est quand même un chiffre symbolique. Hein, je sais pas quand tu as lancé, par exemple, la boutique avec laquelle on travaille ensemble, pour laquelle tu es client d'Incubox. Au bout de combien de temps tu as atteint ces 1000 euros par jour? De manière stable ou c'est la première fois que tu touches 1000 euros? Alors de toute manière, tous mes business tels que je les construis, moi c'est je stabilise des canaux d'acquisition et donc entre guillemets quand j'arrive aux 1000 euros par jour de chiffre d'affaires, bon il y a un mois ou deux où ça va osciller en dessous au-dessus, mais globalement j'ai toujours eu des constructions où les business sont stables. En fait je scale avec ma méthodologie de scaling sur les ads fait que j'y vais doucement et sûrement. Je passe un palier supplémentaire uniquement quand j'ai. Tu ne réponds pas à ma question. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, sur cette première boutique, la boutique où on travaille ensemble, elle a fait 4 mois dans le rouge. Ouh, ça fait mal. Les 4 premiers mois dans le rouge. Le 5e mois était dans le vert, de pas beaucoup. Mais après, elle a plus jamais été dans le rouge de toute sa vie, quoi. Et puis, c'est une boutique qui a 4 ans. Donc, c'est pareil. Je te dis 4 mois dans le rouge, ça remonte à 4 ans. Donc, ça fait 4 ans que vous faites 1000 euros par jour. Non, du coup, on a fait 1000 euros par jour, je pense, au bout de 7-8 mois. Ouais. Par contre, quand on a atteint les 1000 euros par jour, on est très vite passé à 3-4 000 euros par jour, stable encore une fois. Parce que, en fait, quand on a atteint les 1000 euros par jour, c'est qu'on avait trouvé la recette, quoi. Donc après, on a scalé cette recette jusqu'au maximum possible. Mais toutefois, il faut quand même préciser des choses. Ces 1000 euros par jour n'ont pas la même valeur selon ton business model. Une boutique SEO qui fait 1000 euros par jour, du coup, sans budget pub, c'est une boutique qui fonctionne extrêmement bien. C'est déjà un truc. Non, mais évidemment. Ouais. Là, j'en parlais dans une vidéo il n'y a pas longtemps d'une boutique SEO qui a fait 17 000 euros sur le mois de mai de chiffre d'affaires, du coup. Mais vu que c'est une boutique SEO, pur c'est très SEO. Pur SEO pur. Pas d'SIA, rien. Non, pur SEO. Il y a déjà eu des tests sur cette boutique, mais c'était pas suffisamment rentable en SIA et tout. Et ça reviendra, je pense. Jusque-là, pour l'instant, on n'a pas les équipes ni le temps pour le traiter. Encore plus avec, comme tu le sais, nos problèmes PayPal qui sont toujours là, ce qui fait qu'on peut toujours pas encaisser avec ça. On en parle à tous les épisodes. Oui, tous les épisodes. Moi, je suis un grand traumatisé. Hein. C'est le mec qui allait au front et qui revient, il est fou là. C'est ça avec PayPal, sauf que je suis encore au front tous les jours avec eux. Donc, voilà, 17 000 euros de chiffre d'affaires uniquement en SEO et donc forcément ça en termes de bénéfices c'est important. Là où tu peux. Je te coupe, mais c'est une boutique qui est ancienne de. Je me permets quand même. Okay. C'est une boutique qui est ancienne de combien de temps? 3 ans. En 3 ans, c'est pas mal. Ouais. Et c'est quel on peut parler de la thématique ou absolument pas? On peut parler de la thématique, non. Non, même la thématique. Ce qu'il faut évoquer, c'est que c'est des thématiques, les thématiques SEO. Je vais t'en citer quelques-unes, on a cité dans certaines vidéos. Ça va être des trucs dans des thématiques de produits où tu veux pas forcément les vendre sur Facebook, etc. Tu veux juste faire du SEO, donc tu cherches des opportunités SEO. Et donc j'ai une vidéo sur les opportunités SEO, j'en avais cité 3. J'avais dit par exemple les masques de super-héros, parce qu'il n'y a personne. Les costumes de beat, parce qu'il n'y a personne. Et qu'est-ce que j'avais dit en 3e?
Je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a quelques années, par exemple, j'avais tenté les cendriers parce qu'il y avait personne. Sauf qu'en fait, au moment où j'avais créé mon petit frère avait créé la boutique de cendriers, en fait, il y avait d'autres personnes au même moment en train de créer, et du coup, après, ils se sont bagarrés pour avoir la première place. Et du coup, là, c'est une thématique un peu similaire. Voilà, c'est une thématique un peu similaire, je te dirais pas laquelle. J'imagine juste ta boutique de costumes de beat, excuse-moi, ouais. J'imagine, j'ai une vision de la homepage. Tu sais très bien qu'on n'est pas censé vendre ce qu'on aime normalement. Hein. Ouais, mais moi je suis un grand passionné, donc c'est pour ça. Moi c'est ça les culottes menstruelles, il y a deux choses que... c'est complémentaire ou pas, je sais pas. En tout cas, c'est thématisé. Ouais, il y a un truc autour de ça. Okay. Donc, tout ça pour dire, en synthèse, que ce qui compte, c'est pas forcément les 1000 euros de chiffre d'affaires, c'est comment est-ce que vous les avez. Moi, je connais quand même pas mal de gens dans le e-commerce qui font, on va dire 50 000, 70 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et donc 2-3 000 euros par jour, et qui sont pas rentables. Il faut aussi le souligner. Et puis, tu as des gens d'ailleurs qui vendent des formations parce qu'ils arrivent à faire des chiffres d'affaires comme ça, qui les mettent en avant, etc., qui font pas de vraie renta. Donc, il faut pas... J'en connais plein des formateurs qui prodiguent la bonne parole et qui font des vidéos sur YouTube, etc., pour vendre des formations. Et au final, eux-mêmes, dans leur propre business e-commerce, fonctionnent pas. Mais alors attention, je ne dis pas qu'ils vendent du vent, c'est pas du tout ça, hein, tu vois, mais simplement, en général, ce qu'ils vendent, je sais pas si c'est une malédiction, tu vois, dans ces cas-là, c'est-à-dire le formateur n'arrive pas à appliquer pour lui-même les conseils qu'il prodigue, et ses élèves, et ça c'est dur, tu vois. Enfin, j'en connais un particulièrement, et ses élèves, y arrivent vachement mieux que lui. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et je sais pas si c'est une histoire de malchance, une histoire, je comprends non, pas. Après, c'est des questions de ressources ou même d'appétence dans ton équipe, tu vois. Je sais pas, moi, nous par exemple, j'en parle souvent, il nous manque un vidéaste en interne. On a des prestataires, etc., mais il nous manque un vidéaste en interne. On n'aurait pas ces soucis de vidéo habituels déjà si on avait un vidéaste en interne pour les tournages de podcast. Donc c'est vraiment ce truc-là. Et donc, tu vois, par rapport aux ressources, tu vois, au bout d'un moment, nous, on peut nous donner tous les bons conseils en termes de création de créatifs publicitaires. Nous, on a un trou dans le budget qui part dans ça, dans des prestataires pour faire des vidéos, etc. Parce que c'est un besoin intrinsèque à notre business. Et donc, quand on n'a pas cette ressource-là, c'est un frein. À côté de ça, on a plein d'autres ressources. On a un développeur, on a un web designer de génie, etc. On a tout ça réuni dans la même équipe. De génie. Il est incroyable. Je te rappelle qu'il est narcoleptique, il a donc un pouvoir magique par rapport à ça. C'est connu. Ils sont plus forts en design. Plus rapide, bizarrement, plus rapide. Travaille la nuit. Et oui, tout à fait. Après, il travaille la nuit, certes, sauf que parfois il dort le jour, donc c'est compliqué. Ouais. Mais tout ça pour dire que selon les ressources que les élèves vont avoir à disposition, t'en as qui vont plus ou moins réussir plus ou moins vite. C'est comme le bagage, je sais pas, intellectuel, culturel que vont avoir les personnes quand ils vont se lancer. C'est sûr qu'au bout d'un moment, si t'as eu une éducation où t'as eu un accès au savoir assez facilement et où t'as une appétence business parce que t'avais des gens dans ta famille qui avaient une appétence business, oui, ça va être plus facile pour toi d'appliquer les process d'un formateur que si au contraire t'as grandi dans un environnement qui te permettait pas d'avoir cette réflexion-là, d'avoir ces connaissances-là, et où du coup tu as tout à faire, tout à apprendre et te familiariser avec tout un univers. Donc ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui prennent des formations qui ont plus de résultats que les formateurs. Parce que les formateurs, peut-être des fois, ils connaissent la recette, mais effectivement, ils n'ont pas forcément les bonnes ressources pour l'appliquer, ou alors juste, effectivement, la flemme aussi. Les gens, ils sont très bons pour créer du contenu et pour former les gens. Par contre, pour faire du e-commerce, en fait, ça les intéresse pas. Puis clairement, ils savent très bien. En fait, non, mais je pense que là, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que à partir du moment où toi, ton rôle, c'est d'être pédagogue, c'est d'expliquer une méthode, peut-être qu'effectivement, c'est ça qui t'intéresse. C'est de transmettre, c'est de mettre en place des outils pour transmettre, c'est d'expliquer les choses comme elles sont. Et est-ce que tu as envie vraiment, est-ce que tu as le courage? Et surtout, si tu es tout seul, finalement, tu es dans ton business tout seul que tu maîtrises. Tu vois, tu vends tes formations, le business se passe très bien, les chiffres sont bons, tu fais tes vidéos, etc. Est-ce que tu as envie de mettre en place tout ce bordel? On sait très bien que c'est quand même un sacré chantier. Bien sûr. Un site e-commerce. Et en général, tout seul, c'est compliqué, il faut une équipe. Est-ce que tu as envie de mettre tout ça en place? Peut-être pas, tu vois. C'est exactement ça. Je pense que t'as des gens qui n'ont pas envie, qui ont la flemme de faire tout ça. Par contre, qui savent que ça fonctionne parce qu'ils ont creusé le sujet, quoi. Mais alors, comment est-ce qu'ils font pour se mettre... La question, c'est ça, c'est comment est-ce qu'ils font quand même pour quelque part se tenir au courant des nouveautés, des changements, parce que ça change vite. Pour créer du contenu ou créer une formation, pareil, moi j'aurais la flemme de le faire, tu vois, typiquement, mais tu peux aussi juste te taper tout le contenu ricain, acheter des formations ricain, et si jamais t'es un bon recracheur, tu prends ce contenu, tu te l'appropries, tu le fais un peu à ta sauce et tu le ressors en français, et t'as une formation qui est ok. Ça peut, hein. Et tu vis aussi l'expérience de tes élèves, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu as des élèves qui te partagent leurs résultats, qui te partagent leurs problématiques, leurs échecs, leurs réussites, tu peux aussi avoir des cas d'école assez précis et savoir précisément ce qui change, ce qui ne change pas, enfin, tu vois, les recettes qui fonctionnent ou pas, les tests, c'est-à-dire que tu as presque des bêta-testeurs autour de toi, tu vois, donc qui vont t'enrichir aussi de conseils que tu vois
pouvoir reprodiguer comme ça lors de tes formations à l'écran sur des vidéos YouTube. Il y a un truc, que ce soit là, pour des élèves ou alors même du service, globalement, c'est pas un discours commercial de dire ça parce que ça ferait peur à n'importe qui, mais mine de rien, les clients ou les projets dans lesquels tu interviens sont toujours des labos. Toujours. Je veux dire, tu vois, on a beau avoir lancé une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de sites e-commerce pour des clients, la question n'est pas là. Dès qu'on a quelqu'un qui a un projet un peu ambitieux, un peu singulier, nous, on a tout un tas de méthodologies, de connaissances pour faire avancer son business. Mais pour autant, si jamais on n'a jamais lancé, je sais pas, de briquet, il y a une singularité qui fait que c'est un challenge et qu'on va arriver et que ça va être aussi un labo et qu'on nous reposera la question dans 6 mois, on dira mais le business des briquets, mais c'est un délire Romain, mais il faut vraiment que tu te mettes là-dedans. Alors qu'aujourd'hui, on sait pas penché sur le sujet, on sait juste qu'il y a des méthodologies pour déployer des produits e-commerce et qu'on appliquerait ça. Bon, si on en venait au vif du fait, parce que finalement, depuis tout à l'heure, on parle. Et c'est pas que c'est pas intéressant, quoique peut-être que les gens qui nous regardent se disent qu'est-ce que c'est chiant, mais vite, dépêchez-vous. Vous pouvez avancer si vous voulez. Il y aura un chapitrage. Dites-moi comment faire 1000 balles, putain. Voilà. Le premier point pour faire 1000 balles par jour sur son site e-commerce, c'est réussir à se différencier. En fait, si jamais vous faites la même chose que tout le monde dans votre thématique et sur votre marché, je ne sais pas si vous vendez du coup des briquets et que vous voyez que vous êtes une dizaine d'acteurs à vendre des briquets sur le marché français par exemple, si vous êtes exactement pareil que les autres, déjà vous mettez une épine dans le pied. Il y a pas de chance. En fait, il y a peu de chances que vous preniez des parts de marché aux autres parce que vous proposez exactement la même chose et eux sont là depuis plus longtemps que vous, donc ils ont plus de data, sans doute plus de ressources, etc. Vous, si vous débarquez, vous devez apporter votre pierre à l'édifice. Et pour apporter sa pierre à l'édifice, il y a plein de méthodes. Ça peut être une différenciation par le prix, par l'identité, par les valeurs. Les fonctionnalités. Les canaux aussi. Je sais que des fois, on peut voir des gens des games qui sont tenus, les briquets vendus en grande surface, dans des distributions physiques. Et tu peux te dire, waouh, en fait, il n'y a aucun site en ligne qui vend des briquets, qui s'est démarqué, qui s'est installé, toi, typiquement. Et donc ça peut être ça aussi, ou des fois, même sans parler carrément de physique ou de web, des opportunités Google, on parlait de SEO tout à l'heure, tu peux te dire, ok, je vois que des gens font de la pub sur ces produits-là, sur Facebook, sur TikTok, etc., mais je vois qu'il n'y a personne sur Google. Je vais faire un business similaire au leur, mais en l'adaptant sur Google. Donc il y a pas mal de manières de se différencier. Moi, c'est vrai, je veux parler sur la partie qui m'importe, entre guillemets, la partie produit. On le voit très très souvent, de toute façon, le peu de passage à l'action en fait, de gens qui n'arrivent pas à se décider à dire qu'est-ce que je vais faire comme produit, comme thématique. Ils veulent vraiment soit partir sur un océan vert en se disant je vais partir sur un truc qui n'existe pas, personne ne connaît. C'est pas le conseil qu'on donne en général. L'océan bleu, il me semble que l'océan bleu, l'océan vert, l'océan rouge. Non mais tu sais, je suis daltonien. C'est du pareil au même. C'est pareil. Non mais t'as raison, pardon. Océan bleu, océan rouge. Et l'océan bleu, effectivement, qui est un océan qui paraît, on va dire au premier abord, beaucoup plus sûr, en se disant non mais je vais pas me faire bouffer par des requins, des concurrents, etc. Alors que l'océan rouge, c'est le sang, clairement. Mais en fait, c'est une fausse bonne idée, puisqu'en général, sauf si tu t'appelles Apple, si tu t'appelles, si tu es une très très grosse marque, où tu peux créer un besoin à partir d'un produit qui n'existe pas, mais en général, c'est pas le cas. Donc partez plutôt sur un océan rouge, cherchez un produit qui fonctionne, qui se vend bien. J'ai fait une vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube d'Incubox, puisque pas la chaîne L'Heure des Clous, où je parle de The Hoodie, donc les gros plaids là. Donc, vous voyez pas ce que c'est des gros plaids qu'on enfile pour chiller devant Netflix. Finalement, le mec est parti d'un produit simple, il vendait des hoodies, donc des suites à capuche, et il s'est dit tiens, si je faisais un pyjama avec ça, j'en faisais un plus gros, un machin, je faisais une poche plus grande, avec un peu comme un kangourou, tu sais, parce que c'est un Australien lui. Donc, et finalement, il est parti d'un produit connu, qui fonctionne, qui se vend, qui dans l'imaginaire collectif, tout le monde le connaît, c'est-à-dire que voilà, et il l'a transformé, il l'a adapté, il lui a donné une nouvelle fonctionnalité, mais il est parti d'un truc qui existe déjà. Il y a tellement de produits comme ça qui se vendent déjà. Dites-vous quand même que, je l'ai déjà dit je pense, mais en marketing, un potentiel client, on va dire un prospect, doit voir 7 fois le produit avant de l'acheter. C'est vraiment les principes moyens, c'est des chiffres moyens évidemment, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il voit 7 fois un produit avant de se décider à l'acheter. Même s'il est intéressé avant, il ne l'achètera pas. Il faut qu'il voit 7 fois. Grosso modo, ça veut dire que
il vaut mieux partir d'un produit que les gens connaissent déjà et savent que les autres les achètent et que c'est un produit qui est pratique, etc. Et chercher simplement à l'améliorer, à se différencier justement par une nouvelle fonctionnalité, changer la couleur, changer la forme, créer votre marque, etc. Ça, c'est vraiment sur la partie produit. Et sur la partie marketing, là, c'est plus, on va dire, ta partie à toi. Il y a aussi des choses qui peuvent être faites. Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est se différencier sur l'approche. Je sais pas, il y a des produits par exemple, pour citer toujours les mêmes, parce qu'ils sont doués tout simplement. Les Liskin qui ont un axe sur des produits, pour se démaquiller, mais avec des axes très écolos, très économie également, enfin des angles marketing que leurs concurrents n'ont pas forcément exploité. Et c'est des fois aussi bête que ça aussi. C'est effectivement réinventer le marketing, se dire ce produit-là a toujours été vendu de cette manière-là. Moi, je vais le vendre en prenant un autre angle marketing qui va heurter la sensibilité d'une communauté, des personnes qui vont se reconnaître dans le message, etc. Donc c'est toujours l'identité, les valeurs, etc. Le message. Vous pouvez avoir le même prix, le même produit, mais si vous n'avez pas la même direction artistique et la même identité, si vous ne parlez pas aux mêmes personnes, vous avez une part de marché qui peut être à vous. Surtout sur des produits mainstream. Les produits qui peuvent plaire à tout le monde, où finalement les gens achètent, ils en ont besoin, voilà, c'est factuel, et ils vont plutôt acheter le message, la marque en elle-même, plus que le produit. Tu vois, je veux dire une connerie, mais on a tous besoin de fourchettes par exemple. Voilà. Fourchette, c'est dur, c'est dur à traiter comme exemple, mais non, mais regarde, il y a un exemple de fourchette que je trouvais intéressant pour les personnes. Et il y en a énormément, c'est un gros marché qui veulent perdre du poids. Il y a des fourchettes, tu sais, parce que tu as beaucoup de gens, moi j'en fais partie, je mange trop vite, tu vois, je mange toujours trop vite, à chaque fois on me dit mais mange lentement, mais j'y arrive pas, parce que j'y pense pas, tu vois, je me régale, c'est bon. Et c'est une fourchette électronique qui te fait un bip quand tu as le droit de manger. C'est-à-dire tu prends tu prends... Ah voilà, très bien. Et tu dois attendre le bip pour la prochaine bouchée. Et c'est totalement con, mais c'est génial. C'est con, mais c'est génial, ouais. Et du coup, tu brennes de ça autour du truc de la santé, sur le fait que la manière de le tempo et tout, auquel tu manges, à quel point ça peut avoir des bienfaits. Tu commences à dire aux gens qu'ils vont vivre 10 ans de plus. Et puis voilà, d'un coup, tu as un produit de merde, enfin basique, qui devient un best-seller. Donc quoi, ton exemple de la fourchette était bon. Ouais, c'est juste que se complète, quoi. J'avais besoin de toi pour compléter l'exemple et tout. Non, mais c'est vrai, on peut partir de beaucoup de produits très connus. Alors évidemment, ça demande un effort d'inventivité, tu vois. Ça demande des tests également, parce que tu peux également faire des prototypes toi-même. Tu peux demander après, à des industriels, à des fournisseurs, à des agents de faire également des prototypes. C'est vrai aussi que plus on va pousser loin la différenciation, tu vois, je pense à cette fourchette, si ça n'a jamais été fait avant, d'imaginer quand même, je ne sais pas comment ça se passe, mais il doit y avoir un capteur, un peu comme dans un téléphone, un capteur qui comprend, entre guillemets, avec une carte électronique dans le manche de la fourchette, qui comprend qu'il y a un mouvement, en fait, qui fait que la personne a pris et repose la fourchette avant, puis ça déclenche un chrono de, j'en sais rien, 10 secondes peut-être, avant de refaire un bip. Ouais. Malgré tout, ça paraît peut-être con, mais il y a quand même du taf. De la R&D de fou. Le truc, il faut que tu puisses le laver alors qu'elle est électronique. Il faut voir si c'est une pile ou un chargeur. C'est un chargeur, c'est hyper contraignant. Évidemment, donc en fait, c'est pas, ça paraît bête, mais n'empêche que les gens qui se sont mis là-dedans avaient déjà pas mal de thunes à mettre sur la table pour... Et du temps, entre guillemets, pour faire de la R&D, faire des prototypes, tester, envoyer ça donc à des testeurs pour recueillir également les données. Enfin, ça a pris beaucoup de temps et ça a coûté très cher. Ouais. N'allez peut-être pas non plus dans des complexités comme ça, mais vous pouvez simplement améliorer un produit, ne serait-ce que par sa couleur. Tu vois, je voyais par exemple un exemple dans une formation où un mec parlait d'une roue de brouette. C'est tout con, tu vois. Il me disait, les brouettes, en général, c'est inusable. Même une brouette qui est cabossée, tout ça, tu vas t'en servir quasiment à vie. Ouais, tout à fait. Sauf si ça rouille, etc. Mais au bout d'un moment, tu peux t'en servir. Par contre, la pièce fragile sur la boîte, c'est la roue. Évidemment, c'est elle qui est en contact avec le sol. Elle peut se crever. En général, c'est sur des chantiers. Donc, tu peux avoir des vieux clous, tu peux avoir des boulons, des briques, du matériau un petit peu, voilà. Donc, tu as deux roues de boîte. En fait, tu as la roue qui est pleine et la roue qui est gonflée. Bon, jusque-là, ça va. Donc, la plupart des distributeurs de roues de brouette proposent des roues de brouette et l'intérieur est rouge. C'est-à-dire que tu as la jante, si tu veux, qui est rouge. D'ailleurs, moi, quand je pense roue de brouette, j'ai toujours cette image, une roue avec l'intérieur rouge et la brouette. Et c'est vrai que le mec faisait la démonstration en regardant un petit peu sur différentes boutiques de produits de jardin, etc. Donc, je parle pas de boutique de drop, je parle vraiment de boutiques genre Jardiland et compagnie. Ouais. Et il dit c'est toujours rouge. Il dit c'est tout bête, mais différenciez-vous sur la couleur. Vous mettez ça en jaune, vous mettez ça en bleu. Rien que ça. Simplement, si vous vendez, par exemple,
sur une boutique, vous allez choquer un peu par la couleur. Alors, bien sûr. Bon, c'est peut-être pas un très bon exemple, la roue de brouette, parce que je sais bien, tout le monde ne va pas vendre des roues de brouette, mais admettons, par exemple, tu vends ça sur Amazon, tu vois, tu vas te retrouver sur une page produit où il y a tout un tas de produits similaires. Si tu vois un produit qui ressort par la couleur, que ce soit une roue de brouette ou une tasse à café, ça peut marquer aussi. Ouais, bien sûr. Et avec un changement très basique qui coûte pas tellement cher en réalité. D'ailleurs, ça coûte rien, c'est juste un minimum. C'est-à-dire que j'aimerais le fabricant de roues de brouette qui vend pour tout un tas de distributeurs des roues de brouette avec un intérieur rouge va devoir faire un bain de couleur bleue. Donc évidemment, il y aura peut-être 500 pièces minimum, j'en sais rien, tu vois. Ouais, comme ça. Mais bon, mis à part ça, il y a très peu de changements, quoi. Bon, encore une fois, c'est une idée, c'est un exemple. Donc le sujet suivant. Utiliser les canaux d'acquisition. Là, t'es pas sur le bon truc là. Excuse-moi de lire ce que tu as marqué. Alors donc oui, utiliser les canaux d'acquisition qui fonctionnent et les maîtriser correctement. Ça, c'est un sujet qui est très important parce qu'il y a pas mal de personnes effectivement qui veulent se lancer en e-commerce et qui sont un peu paumées sur les canaux qu'ils vont utiliser. Il y en a plein des canaux d'acquisition. Pour en citer quelques-uns, on a donc Meta Ads, la publicité sur les placements Meta. On a Google Ads, la publicité sur les placements Google. On va avoir le SEO, donc le référencement naturel sur les moteurs de recherche, principalement Google, mais pas que finalement. Il y a Bing également. Il y a Bing, il y a Bing, il y a Yahoo, il y a Ecosia, il y en a quelques-uns. Vous avez également TikTok Ads et Snapchat Ads. Donc là, c'est de la publicité sur TikTok et sur Snapchat. Vous allez avoir le marketing d'influence. Vous allez avoir tout ce qui va être prospection physique également, des affiches, etc. En bref, il y a quand même beaucoup de canaux d'acquisition. Et ce qui va être important, c'est quand vous choisissez et définissez votre projet, vous devez déjà avoir à l'esprit la stratégie que vous allez déployer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu vas avoir des produits qui vont beaucoup plus se prêter à de l'acquisition Google qu'à de l'acquisition Meta, par exemple. C'est un exemple tout con, mais sur Meta, vous devez choisir des produits qui ont un potentiel d'effet waouh, ou en tout cas, vous devez avoir une idée de comment vous allez construire des créatifs publicitaires qui peuvent choquer et valoriser votre produit pour essayer de le vendre. Tandis que sur Google, vous n'avez pas de création vidéo. On est juste sur étudier un petit peu la concurrence et aller là où il y a des recherches et pas trop de monde. Je vais donner un exemple à la con, mais en ce moment tout le monde parle des bains froids. Les bains froids, avant que tout le monde en parle, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, mais pourtant il y avait de plus en plus de recherches. Donc, des gens qui commençaient à écrire bains froids dans Google pour trouver des bains froids. Maintenant, je le recommande pas du tout parce que là, il y a trop de gens qui en ont parlé, y compris beaucoup de formateurs. Donc, tu as plein de gens qui font des sites de bains froids. Donc, les coûts publicitaires sur Google ont explosé. Mais typiquement, quand vous identifiez des moments où il y a des vrais sujets et qu'il n'y a pas de concurrence encore, ça peut valoir le coup. J'en sais rien, une série, il y avait des sites sur Squid Game pendant un moment. Ouais. J'ai vu un site sur Peaky Blinders, on avait ça. Exactement. Et qui marche très bien d'ailleurs. C'est ça l'idée, c'est de se dire, il y a des recherches, il y a du volume, il y a de l'intérêt, mais pas encore de concurrents. Donc là, sur Google, il y a possiblement une bonne opportunité business car vous allez avoir des coûts publicitaires bas par rapport à l'intérêt que les gens vont porter à vos produits. Donc c'est un peu ça les enjeux sur les canaux. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur non, mais les canaux. J'ai une question, on va dire, à te poser. Je pense qu'on en a déjà parlé également dans un précédent épisode, mais pour les personnes qui ne l'ont peut-être pas vu, quand tu lances une boutique, quand tu n'as pas encore atteint tes 1 000 € par jour, c'est que la boutique est quand même relativement récente. Ouais, bien sûr. Combien de canaux d'acquisition, quel que soit le projet et quel que soit le type de canaux d'acquisition à choisir, donc en fonction de la thématique, je te rejoins, c'est-à-dire que si nous on a des clients par exemple qui ont des boutiques de bijoux où ils mettent en avant un univers, etc. Il faut plutôt faire du Meta Ads parce que c'est-à-dire qu'il faut de l'effet waouh, personne ne connaît ces produits, c'est pas des produits qui sont indispensables au quotidien, c'est pas des produits qui sont painkillers, on va dire, c'est juste, tiens, ça répond à peut-être l'image que j'ai envie de renvoyer en portant ce bijou, donc il faut parler à des gens qui n'attendent pas de trouver ce produit. Grave. Je suis d'accord avec toi. Et par rapport à Google, ou par exemple, si tu vends une bêche incroyable pour bêcher plus facilement, c'est peut-être plutôt sur Google où les gens vont chercher l'article de jardinage, bêche, d'une bêche, voilà. Mais bref, quand tu commences comme ça, donc on sait très bien que le budget n'est pas non plus illimité. Combien de canaux d'acquisition maximum tu conseilles pour quand tu es quand même, encore une fois, presque en lancement, même si ça peut durer quelques mois, mais avant d'atteindre 1 000 € par jour. 1 ou 2, pas plus, en vrai. Tu peux atteindre les 1 000 € par jour juste sur Facebook ou juste sur Google. Souvent quand même, souvent c'est 2 quand même, tu vois, avec un seul canal d'acquisition. Moi, généralement, je vais aux 500 € par jour, on va dire.
Et là, mettons, on dépense 100 ou 200 euros par jour de Facebook, on fait 500 euros de chiffre d'affaires. Je vais commencer à me dire, bon, mettons du Google, parce qu'en fait, les canaux vont aussi vont s'auto-alimenter, ils vont se rendre plus puissants quand ils cohabitent. Parce qu'il y a quand même ce truc, comme tu disais tout à l'heure, il faut voir cette fois une pub, cette fois un produit, voilà, avant de l'acheter. Bah oui, et du coup, faut être un peu partout. En tout cas, sur les trucs les plus importants. Quand vous êtes sur Meta, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, donc vous êtes quand même bien installé. Sur Google, c'est très important aussi. Donc, vous êtes au bon endroit. Si demain, sur ChatGPT, il y a des placements publicitaires, par exemple, je vous dirais que c'est là-bas aussi qu'il faut être. Parce que le but, c'est que les gens vous voient dans les outils qu'ils utilisent au quotidien pour justement avoir cette fameuse répétition. Et plus ils vous voient à des endroits différents, plus vous êtes crédible et fort aussi. Il y a ce truc de si je vous vois que sur Instagram, vous êtes un site d'Instagram. Si je vous vois sur Insta, sur Snapchat, sur TikTok, sur Google, vous êtes une marque. Ça, dans mon esprit, voilà, vous êtes pas une arnaque sur Facebook ou sur Insta. Vous êtes une marque. Et c'est là que c'est fort. Et donc le multicanal est important. Donc je dirais 2. Voilà, pour répondre factuellement à la question, je dirais 2. Tu atteins les 1000 euros par jour avec 2 canaux. Et mes préférés, c'est Meta et Google. Bah, t'as répondu à la question, c'est bien. Bah écoute, avec plaisir. Sans partir à droite à gauche. Sans essayer de trouver des échappatoires. Ouais, non, deux canaux. Passons au point suivant. Non, sauf si tu as des choses à dire encore sur cette partie. Non, pas plus que ça. C'est juste, voilà, en synthèse, les canaux d'acquisition, ils doivent être réfléchis en amont, pas après. Quand vous choisissez votre produit, vous devez déjà savoir pourquoi vous le choisissez. Et donc, dans la raison du pourquoi, vous avez les canaux. Je choisis ce produit parce qu'il va bien se vendre sur Google ou parce qu'il va bien se vendre sur Facebook, parce que je sais ce que je vais déployer. C'est pas je fais mon produit, je fais mon site, et puis on verra bien. Après, voilà, tout est prêt. Et donc, quel canal je vais utiliser? Comment ça il faut y penser avant. Canal d'acquisition, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, faut penser à comment tu vas amener du trafic avant de créer les fondations de ton business. Tu sais, j'ai expliqué ça aussi dans une autre vidéo sur Incubox. Décidément, c'est un podcast où on fait de la promo pour nos chaînes YouTube. Quittez cette vidéo, allez sur nos chaînes YouTube respectives. Ouais, mais voilà, tout simplement. Non, mais je parlais en fait d'une expérience passée, donc il y a quelques années, j'ai passé quelques mois en fait à travailler sur ma propre boutique. Donc, je voulais créer une boutique en fait, et j'ai investi pas mal d'argent à l'époque. Je voulais faire une boutique du même genre. C'était les débuts de Monsieur T-shirt. Tu vois ce que c'est ou pas? C'est un site qui est assez connu, qui est toujours là d'ailleurs, qui marchait très très bien avec des t-shirts à messages. C'est les messages rigolos, des phrases rigolotes, etc. Et donc ils ont dupliqué, alors il s'appelle Monsieur T-shirt, maintenant tu as Madame T-shirt, tu as aussi pour les enfants, ils ont dupliqué plusieurs sites, et c'est vraiment devenu le numéro 1. Mais à l'époque, si tu veux, ce site était là depuis quelques mois, en réalité peut-être un an, et je trouvais ça super. C'est-à-dire, moi j'aimais bien aussi de voir les petites phrases un peu provoque, un peu choc. J'ai dit j'avais fait un t-shirt c'est une anecdote, hein, mais c'était en mode célibataire, tu vois ça, j'en ai vendu quelques-uns. Okay. Voilà, c'est toutes des phrases voilà, plutôt marrantes, encore une fois, selon l'humour c'est subjectif évidemment, mais donc c'était des phrases sur des t-shirts. Je voulais faire aussi des sweats, j'avais fait des mugs, ça j'avais fait, et j'ai passé plusieurs mois à monter ce truc, etc. Mais le marketing, je n'en sais pas, tu vois. Non, mais le principal, c'est d'avoir un concept qui tue, quoi, tu vois, c'est génial, etc. Après, j'avais plus une thune pour faire finalement du marketing. Alors, c'était il y a quelques années, et la publicité coûtait pas aussi cher, c'est vrai, mais n'empêche que et aujourd'hui, en fait, vraiment, je réfléchis différemment, c'est-à-dire, même quand on le conseille à un client, c'est-à-dire, oui, bien sûr, alors moi, ma partie, c'est travailler le produit, création de marque, produit, etc. Mais ce que je dis toujours maintenant, c'est le marketing. Alors, si vous avez un budget et du temps à allouer, et vous vous dites alors, ok, il y a le marketing et le produit, le marketing d'abord. C'est-à-dire que réfléchissez même au marketing avant de réfléchir au produit. Oui. Et je dirais, c'est 60-70% du budget alloué au marketing. Grave. Du budget que vous disposez au jour d'aujourd'hui avant de faire les 1000 euros par jour, avant de rentrer dans ce cercle vertueux où vous allez évidemment pouvoir réemployer les revenus en fait pour relancer, etc. Mais n'empêche, si vous avez le budget, 60-70% pour le marketing et 40-30% seulement, entre guillemets, pour le produit. Grave. Commencez petit. Si vous améliorez votre produit, si vous le différenciez, donc pour revenir au point précédent, n'allez pas non plus sur des trucs incroyables. On a aussi des clients qui veulent des fois un produit parfait. C'est normal, c'est leur bébé. Je veux le truc le mieux, etc. Mais déjà, en usine, vous ne pouvez pas négocier. Si vous partez sur des quantités qui sont petites, vous ne pourrez pas avoir ce que vous voulez non plus, parce qu'on va devoir passer sur des usines, je ne vais pas dire semi-pro, mais des usines plus modestes aussi, où la qualité n'est peut-être pas exceptionnelle, mais c'est pas grave. Vous testez vos produits et vous allez l'améliorer au fur et à mesure, votre produit,
comme votre marketing d'ailleurs, puisque tu disais on va commencer avec 2 canaux d'acquisition, et puis au bout d'un moment on va rajouter un 3e, on va tester, puis au bout d'un moment, voilà, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on grossit. Grave. Donc simplement pour dire sur mon exemple à moi, j'ai passé des mois à bosser sur une marque, sur un concept. Honnêtement, encore aujourd'hui, je suis retombé il n'y a pas longtemps en fait sur tous les fichiers, tu sais, que j'avais laissés dans un dossier. Je me marrais en voyant, tu sais, tous les mock-ups. J'avais fait donc sur Photoshop en fait, avec j'avais tous les messages et tout, et je me suis marré. J'ai dit putain, mais c'est con, c'était trop marrant. Oui. Mais je ne l'ai pas vendu. Ouais, je ne savais pas le vendre. Je n'avais pas vendu, j'avais plus de budget. C'est totalement con. Voilà. Surtout qu'au début, tu es personne. Tu vois, typiquement pour négocier avec les usines, avec ton agent, tu vois, même avec vous, tu vois, pour négocier avec vous, si vous arrivez, vous êtes personne. Encore, tu arrives, tu veux négocier des prix, mais je sais pas, tu as déjà un site qui tourne, tu fais déjà 10 000 € par jour de chiffre d'affaires avec notre boutique et tout. Bah, pourquoi pas, tu peux commencer, tu as du poids sur la table, mais tu arrives, tu es personne et tu veux commencer à négocier avec les usines pour avoir le produit le plus parfait du monde. Bah, malheureusement, essaie de vendre de la merde d'abord. Je mets des guillemets autour du mot merde. Mais essaie de vendre des trucs moins ambitieux. Et moi, c'est ce que je préconise dans le passage à l'action, hein, dans les étapes avant de démarrer son vrai projet. De toute façon, c'est donc se former, blabla. Et faire un projet suicide. Il y a un projet à la base, le projet qui est suicidaire, on s'entend. Ou alors, après, c'est à la limite. N'hésitez pas à utiliser le mot suicide. Non, on rigole, on incite pas les gens. Attention, YouTube va nous mettre un ban. C'est pour rire. Non, avoir effectivement un projet qui sert de laboratoire pour voir un petit peu du coup toutes les étapes de A à Z, parce qu'effectivement, il faut pas commencer à être confronté aux canaux d'acquisition sur ton projet phare, sur ton bébé. Tu n'as jamais vu ce que c'était que les canaux d'acquisition, tu as tout construit parce que tu avais un projet en tête, etc. Et d'un coup, tu arrives au moment où il faut distribuer, tu veux le vendre. Et là, tu n'as jamais fait d'acquisition. Ah, putain, non, tu as fait une erreur débutant. Ton projet, dans la roadmap de comment déployer ton projet auquel tu tiens à cœur, tu fais un autre projet là qui n'est pas voué à avoir un grand succès, qui est voué à faire tout le procès de A à Z. Sélection du produit, relation agent, relation avec les prestataires, création de site web, déploiement des publicités, gestion de ta comptabilité, gestion de ta structure. Le tout. Tu peux tout mal faire, c'est pas grave. Au moins, tu as tout fait. Et du coup, quand tu vas attaquer ton vrai projet, tu fais OK. Je sais que là, quand je commence ma réflexion de recherche produit, je sais qu'il faut comprendre les enjeux que ça peut avoir sur ma comptabilité, sur le budget juridique, parce que ce produit est comme ci, comme ça. Enfin, bref, tu as une vision d'ensemble, quoi. Alors que sinon, quand tu avances à vue, tu arrives au coin d'acquisition et ça a été, tu pleurniches. Je fais attends, mais je comprends pas là. Comment ça, Facebook ne laisse pas les bouts de peau apparaître? Mais moi, c'est juste un savon. Je veux juste mettre les épaules. Ah non, Facebook te banne si on voit des épaules. Et mais moi, j'aurais jamais cru. Ouais, bah t'as investi 50 000 € dans ton putain de savon révolutionnaire. Facebook, c'est mort. Voilà. Sauf si tu fais du savon, le mec qui jongle avec, il n'y a pas d'unité. Enfin, tu vois, et typiquement, c'est des petits sujets comme ça. Moi, j'avais très longtemps un client qui faisait une boutique de sextoy. On y revient toujours. Tu y reviens toujours. Je mets le mot-clé parce que c'est ce qui fonctionne là sur les vignettes. Et ils avaient tout fait bien. C'était trop bien. Ils étaient passés par une dessinatrice qui avait fait sur les pages produits des dessins avec une patte qui était très, très c'est pas pédagogique, on va dire. Mais d'accord, je pensais que c'était des dessins artistiques de l'utilisation. Oui, en fait, ça montrait comment ça s'utilisait, mais avec une petite histoire et puis une patte qui n'était pas vulgaire du tout. Enfin, c'était sympa, quoi. Et bref, le projet était carré. Et puis bon, vient l'acquisition, ils n'y avaient pas pensé du tout. Puis ils m'appellent, ils font c'est bon, tu sais, on s'est lancé en e-commerce, super et tout. Tu peux t'occuper de notre acquisition, c'est-à-dire c'est quoi ton site montre? Où tu veux que je fasse de l'acquisition? Sur Facebook et tout. C'est pas possible. Ça, non. Donc voilà. Je pense que ça permet d'enchaîner avec un point d'ailleurs qu'on doit évoquer, c'est la formation, c'est-à-dire le temps de formation nécessaire avant de se lancer. Finalement, c'est grosso modo, on y vient là. Si tu te formes pas, c'est-à-dire Alors, encore une fois, c'est toujours pareil, je pense qu'on peut faire même presque 2 questions en une, c'est-à-dire que pour arriver à vos 1 000 € par jour, vous n'avez pas besoin de déléguer les tâches, parce que c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui qui est multitâche, multicompétences, mais dans tous les cas, vous devez, avant de déléguer, vous devez connaître les bases de ce que vous allez déléguer, sinon vous n'aurez, vous allez pas avoir un droit de regard finalement critique sur ce que les autres vont faire, puisque vous ne savez même pas vraiment de quoi on parle, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc vous devez quand même comprendre les bases et vous devez vous former. Si vous vous formez correctement avec les bons formateurs, évidemment. Tu peux nous en citer quelques-uns? Non, je vais pas en citer parce qu'après je vais en mettre certains à dos.
Ouais, passer par nous. Passez par nous, faites pas chier. Non, mais on n'a pas encore de formation, je te rappelle. Ouais. On fait de l'accompagnement, on fait du coaching, on fait pas de formation. C'est encore mieux. Voilà, c'est mieux parce que c'est du cas par cas. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, en e-commerce, chaque thématique de produit, comme on l'expliquait tout à l'heure, implique des canaux d'acquisition différents, une stratégie qui n'est pas la même sur le travail produit, sur l'acquisition et sur tout le reste d'ailleurs. Donc, bref, n'empêche que, qu'est-ce que je disais ? Oui, un temps de formation concret, c'est-à-dire que tu sais très bien, si tu suis la moindre formation de media buying, on va dire, on va te dire, attention, il y a des sujets sensibles. Si vous faites des sextoys, on va en parler. Dans n'importe quelle formation, on va parler de ça. Vous ne pourrez pas faire, par exemple, de Facebook Ads. Donc, ne vous lancez pas dans un projet qui coûte énormément d'argent et énormément de temps si vous n'avez pas les bases. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est particulièrement important. C'est un peu se former, c'est au début, il y a un point de départ entre guillemets, donc j'ai envie de dire mettre vraiment le pied à l'étrier, ça va être par exemple avoir une formation complète, mais c'est aussi tout du long de votre expérience e-commerce, c'est rester en veille aussi, c'est être toujours en train de voir ce qui se passe. Moi j'ai toujours encore aujourd'hui au moins 1 heure par jour de formation, on va dire. Je suis du contenu dans notre thématique, ça peut être des podcasts comme ce qu'on fait là, ça peut être des vidéos juste de nouveaux créateurs de contenu qui se lancent. Quand on a des formations intéressantes qui arrivent sur le marché, j'alloue un budget parce que je veux voir ce qu'ils font pour pouvoir critiquer de toute façon et puis pour me dire s'ils ont une méthodologie que je connais pas, je veux pouvoir l'essayer. En bref, je veux être au courant de ce qui se passe. Donc c'est vrai quand vous êtes un expert et c'est encore plus vrai quand vous débutez. Formez-vous sur tous ces sujets-là. Passez à l'action. Vous verrez après effectivement ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Si jamais effectivement vous réalisez que vous êtes mauvais en design par exemple, faites-le le plus possible, essayez de devenir bon malgré tout, et si en essayant tout et n'importe quoi, vous restez mauvais, là effectivement déléguez-le parce que la partie design est malgré tout importante dans tous les cas, mais faites-le Faites-le d'abord pour effectivement pouvoir le déléguer correctement et comprendre aussi ce que vous payez. Tu vois, tu te dis, oh putain, ce graphiste il me demande 1 000 €, c'est quand même beaucoup. Ouais, si tu as essayé de faire son table juste avant, tu vas te dire, ça vaut très long, c'est compliqué quand même. Ouais, voilà. Fais-le, 1 000 €, c'est bien, c'est une bonne somme. Donc ouais, voilà, se former, super important. Mais effectivement, ne déléguez pas dès le début. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de ressources financières. Si vous ne faites pas 1 000 € par jour, ne déléguez pas. Ou alors, déléguez le minimum. Déléguez par exemple le SAV. Ça, c'est important. Ouais. Je dis toujours aux gens, déléguer le SAV. Enfin, je passe seul à dire ça, mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut déléguer en premier, je pense, parce que ça te décharge d'énormément de temps. Vous pouvez déléguer, il y a des services même... pas qu'en France, vous pouvez trouver déjà sur Fiverr des gens qui vont vous proposer des services, qui vont faire du SAV pour plusieurs personnes, pas que pour vous. Il y a des gens également à Madagascar, par exemple, qui parlent très bien français pour finalement très peu cher, même en Inde également. Enfin, il y a des endroits comme ça où vous pouvez trouver des prix très raisonnables, mais en tout cas, ça va surtout vous décharger de la négativité en fait que vous procure ce SAV avec des questions qui reviennent constamment. Où est mon colis? Escroc, arnaqueur, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas été livrés en 48 heures. Et encore, t'es gentil. Et encore, je suis gentil, ils les insultent. Non, mais c'est vrai, et ça, je pense que c'est vraiment le truc qui casse les jambes, qui casse le moral, et tu vas te focaliser sur un micro-problème d'un seul client qui va te harceler, qui va t'envoyer 10 messages sur la semaine, et ça te pèse énormément en fait pour avoir la patate, alors que tu as besoin d'avoir la patate, l'enthousiasme, justement, de vouloir accomplir les grandes choses, de construire ton putain d'empire e-commerce, etc. Et si tu es freiné par des gens comme ça qui te balancent des boules de merde à longueur de temps, tu vois. Surtout qu'il n'y a que ça. Dans le SAV, tu as que les gens qui ont des problèmes, donc c'est que de la négativité. Ceux qui pour qui tout va bien, ils vont pas t'envoyer un message, ils vont faire un bon avis. Et en général, ils prennent pas la peine de le faire ça. Quoi. Non, le SAV, c'est plombant. Donc vraiment. Si vous pouvez déléguer, faites ça. Voilà. Mais de toute façon, et c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dur en termes de compétences. Ce qu'il faut simplement, c'est savoir quand même parler aux gens calmement, quelqu'un qui est agressif, savoir calmer la personne, avoir quelques outils aussi à transmettre à la personne qui va gérer cet SAV sur un petit discount à faire, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème. Donc il faut quand même réfléchir à tout ça. Mais bon, c'est pas très compliqué c'est pas très cher, et c'est très long à faire. Donc déléguez ça quand vous pourrez. Là je m'éloigne du sujet parce que finalement c'est pas vraiment non, effectivement, comment faire 1 000 € par jour, mine de rien, je pense que ça rentre dedans. Avant de faire les 1 000 € par jour, il y a ce truc-là où ça peut vous freiner dans le reste, parce que quand tu fais 500, 600, 700 € par jour, tu es déjà dans un sujet SAV, tu as déjà du volume. Ouais. Et donc, en vrai, pour plus facilement aller taper les 1000, peut-être qu'il faut directement déléguer ça. Je pense que c'est pas déconnant, tu vois, de déléguer ça assez vite pour justement pouvoir consacrer son énergie sur le reste. Donc, c'est peut-être dans la recette, la fameuse recette pour faire les 1 000 € par jour, déléguer le SAV dès que possible pour éviter de s'encombrer avec ça.
C'est le temps surtout aussi qui n'est pas déployé là-dessus, qui peut être utilisé, surtout sur, sur sur le développement en fait du site, des produits, des pubs, etc. quoi. Mais par contre, comme d'hab, faites-le d'abord avant, forcément, pour mettre des process efficaces, pour comprendre les enjeux. Et consultez-le quand même au début, parce qu'il y a du feedback dans le SAV, mine de rien. Il y a du feedback, de choses à améliorer. Tu as eu déjà des mauvaises surprises, toi. C'est-à-dire que tu avais délégué, je me souviens, cette personne qui insultait les clients, qui disait « Vous êtes un escroc, monsieur !» C'est pas vrai, vous avez reçu votre colis. Et toi, tu dis « Mais non, mais attends, mais on peut pas dire ça aux gens. » Non, en fait, j'avais délégué le SAV et la personne avait, sur une grosse période de Noël, avait de son côté délégué une partie du SAV. Ouais, je pense qu'elle avait sous-délégué aussi. Voilà. Elle n'y arrivait plus. Et donc, il y avait une partie qui était faite correctement et il y avait une partie. C'était lunaire, quoi. Et donc, je vais dans le truc et je vois des échanges, effectivement. Et je vois le client et ma responsable SAV, ils se battent, quoi. Ils se battent. C'est une joute verbale. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe là ? Vous êtes un malhonnête. Tu m'avais montré les échanges. C'était tordant. C'était fou. Et j'étais là parce qu'à la base, je voyais des notes Trustpilot qui tombaient sur ma boutique. Et je fais, attends, pourquoi il y a autant d'animosité ? Parce qu'encore, des notes Trustpilot, enfin des mauvais avis, type oui, j'ai reçu mon colis en 3 semaines, etc. Ou même j'ai pas encore reçu mon colis. Voilà, c'est une période comme Noël. Il y a des problèmes de livraison, des colis perdus. Ça peut arriver. Mais là, je vois carrément le mec sur Trustpilot qui explique le support est malhonnête, non, le support est vulgaire, le support m'a insulté. Je fais attends, c'est-à-dire, moi dans mes process, il n'y a aucun, dans l'arbre de décision, il n'y a aucun moment où c'est si le client fait ça, insulte-lui sa mère. Je veux dire, c'est pas dedans. Donc je vais voir et tout, et je fais mais qu'est-ce qui se passe là ? Et effectivement, tu as des échanges. Où du coup, mon responsable SAV, enfin du coup, la personne qui avait délégué était en train d'insulter la personne en face et lui faire vous avez reçu le colis, donc arrêtez de me prendre pour une conne. Vous êtes un escroc, monsieur. Alors j'étais là, mais c'est ça, non. Donc voilà, ça, si vous déléguez à quelqu'un, expliquez bien à cette personne, ne passez pas par votre petit frère, etc., émotif, et c'est vrai, et c'est humain quelque part, tu te prends parce que les clients sont pas tendres non plus en général. Hein. Oui, non, mais t'as des salopards. Hein, mais il faut rester calme, etc. Et c'est un métier. En fait, je dirais, c'est quand même bien de passer par un professionnel, quelqu'un dont c'est le métier, plutôt que de passer par quelqu'un de votre famille ou un pote qui va peut-être être un petit peu trop... qui va vite tomber dans l'hystérie. Surtout que tu as des gens qui font aussi le business du refund, tu vois, là-dedans. Je sais qu'elle s'était énervée notamment sur quelqu'un qui avait fait 7 commandes. Et les 7 avaient été remboursés. Et là, c'était la 7e. Et donc, effectivement, elle avait insulté, etc. Alors, dans tous les cas, c'est pas dans les process. Mais c'est vrai que quand on avait investigué, j'ai fait on est sur quelqu'un de malhonnête, effectivement. Et en fait, il cherche le refund. Et donc, même l'avis Trustpilot, c'est parce qu'il sait que c'est. Bien sûr. Quand la e-réputation, c'est trop important. Donc, pour les petits business, ou les grands d'ailleurs, enfin, les grands, ils peuvent, tu vois, un Adidas, ils s'en foutent d'avoir une note Trustpilot de 1, c'est le cas. Mais pour des marques, on va dire, intermédiaires, forcément, quand tu as une note en dessous de 3 sur Trustpilot, ça peut vraiment impacter ton chiffre d'affaires, quoi. Donc, c'est vrai qu'un avis Trustpilot, généralement, une étoile, petit tips pour les gens qui sont des consommateurs. Qui sont des salopards. N'hésitez pas. Un avis, une étoile, c'est un remboursement, généralement. Moyennant, en fait, c'est un deal. Vraiment, le SAV, s'ils ont des bons process et qu'ils soignent leur e-réputation, ils vous contactent et disent qu'est-ce qu'il y a et ce à quoi vous pouvez répondre, je suis pas content. Mais attention, si vous me remboursez, moi je vous mets 4. Je vous mets 4. Et ça marche dans la plupart des cas. Enfin, toutes les boutiques qui ont des mauvaises notes, qui sont pas des Adidas encore une fois ou des Nike parce qu'ils s'en foutent. Toutes les grandes boîtes ont 1. Tu vois, même Apple, peut-être ils doivent avoir 1. Nike, Adidas, je sais, Orange, SFR, j'en parle pas. Ils ont une note catastrophique. Mais c'est logique. Mais quand tu es leader sur un marché ou alors que vous vous battez sur l'échelle mondiale entre 2 et 3 leaders, je t'en tape. Ouais, bien sûr. Enfin voilà, du coup, pour le SAV, passons à un autre sujet. Est-ce qu'on peut aborder le sujet du networking ? Parce que c'est vrai qu'effectivement, pour faire 1 000 euros par jour, t'es rarement tout seul. Tu as quand même des prestataires, un agent, en fait, tu as des gens qui rentrent dans la boucle. Et comment est-ce qu'on fait en fait parce que pour les gens qui débutent, ils peuvent se dire mais attends, mais moi j'ai pas de réseau, je connais personne, je vois pas, tu vois, ça peut être flou, ça peut être compliqué de se dire comment est-ce que je vais me connecter à ces gens-là. Comment on fait ? Alors sur la partie qui me concerne, c'est-à-dire la partie agent. Ouais, par exemple. Vous avez un Qbox, mais encore une fois, il faut faire un minimum dans le domaine de vente. Et si vous faites une vente par jour, honnêtement, c'est difficile puisque nous, on impose toujours de faire un minimum de stock.
Voilà, donc faut quand même déjà faire un petit peu de vente, 10, 20, enfin voilà. Mais grosso modo, comment est-ce qu'on contacte des agents ? C'est en général lors de la recommandation. Je vous conseille dans tous les cas, comme point d'entrée, de participer, d'intégrer des groupes. Alors, avant, il y avait tous des groupes Facebook, c'était pratique. Mais tout ça, c'est pour les vieux, ça. C'est fini, de toute façon, il n'y a plus personne là-dessus. Mais est-ce qu'il y a des groupes Discord, d'ailleurs Il y a des groupes Discord, il y a des groupes Telegram, etc. Voilà, il y a des groupes Telegram, etc. Donc, essayez déjà, vous, comme point d'entrée, vous allez sur YouTube, vous tapez e-commerce, formateur, etc. Vous allez trouver tout un ensemble de chaînes. Dans ces chaînes, donc les formateurs eux-mêmes, en général, vont parfois avoir leur chaîne Telegram, enfin leur canal Telegram, etc. Donc inscrivez-vous à un maximum de choses. Vous allez déjà avoir énormément de gens qui vont poser des questions et les formateurs qui répondent en général. Donc déjà ça c'est pratique, ou le formateur qui va simplement expliquer des choses. Déjà vous allez pouvoir un petit peu vous former là-dessus. Et pour avoir des bons contacts, dans ces personnes effectivement qui posent des questions, ou si vous tombez sur un Discord, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à vous présenter. Par exemple, tiens, j'habite à Poitiers, voilà, je suis un e-commerçant, j'aurais besoin d'avoir un peu de soutien, je cherche quelqu'un dans ma région qui fait du e-commerce comme moi, qui est à plus ou moins au même niveau. Essayez de trouver des contacts et rencontrer des gens, franchement, physiquement. Et honnêtement, ça aide vachement. Participer également à des meet-up. Il y en a un peu partout, que ce soit en France, à l'étranger. Bougez-vous le cul, s'il faut aller à Londres, même pour participer à un meet-up en anglais, etc. Allez-y. Même si vous ne captez pas la moitié de ce qui se passe finalement sur scène, parce que c'est en anglais, etc., vous allez forcément avoir dans le public des gens intéressants à rencontrer. N'hésitez pas à aller parler aux gens, etc. Demandez-leur un peu les bons contacts. Alors attention, parce que les bons contacts, c'est un milieu quand même, en général, on garde un peu secret les choses, mais voilà, essayez d'être vraiment amical dans vos démarches, rencontrez des gens, ne restez pas tout seul chez vous. Ouais. Ça, c'est vraiment très très important. Après, par exemple, pour trouver un agent, vous pouvez déjà commencer, par exemple, en dehors d'un Qbox, évidemment, vous pouvez commencer par aller sur Alibaba, par exemple. Ouais. Sur Alibaba, alors il faut faire attention entre un vrai agent ou une agence de trading company, c'est-à-dire, c'est pas vraiment le fournisseur, tu vois, c'est un intermédiaire, mais pourquoi pas, si vous allez sur Upwork, solution même intermédiaire qui est encore plus simple, vous allez sur Upwork, par exemple, je pense que Fiverr, on doit trouver également, il y a tout un tas d'agents, donc souvent c'est des Chinois la plupart du temps. Évitez les Indiens, parce que il y a beaucoup d'Indiens aussi qui se mettent dans ce business. Je n'ai rien contre mes amis indiens, attention. Mais c'est vrai que je me dis, si c'est ça va être un titre, ils détestent les Indiens. Quel titre putaclic extraordinaire. Non, mais voilà, prenez plutôt des Chinois, donc vous allez avoir des avis, des notes, c'est pratique. Et plus les gens, effectivement, ont un nombre d'avis élevé et une très bonne note, plus vous vous dites, tiens, voilà. Et vous allez prendre ces personnes à la mission. C'est-à-dire que c'est pas un salarié, vous allez simplement le payer pour une mission, c'est-à-dire voilà mon produit, alors vous allez par exemple balancer un lien AliExpress par exemple d'un produit que vous voulez améliorer, vous voulez changer, voilà mon produit, qu'est-ce qu'on peut faire, et lui il va se charger de trouver les usines, c'est son taf, c'est son boulot, de négocier les prix à votre place, etc. en chinois, entre chinois évidemment, et ensuite si il peut très bien, en fait, ça peut très bien être le cas où il a lui-même son propre entrepôt et pourra se gérer des expéditions, ou alors il vous conseillera quelqu'un qui pourra le faire, enfin bref. Donc, pour cette partie-là, honnêtement, c'est vraiment aller à la rencontre des gens pour avoir un maximum d'entraide, de conseils, et après, pour trouver un agent, par exemple, pour vos produits, passez par Upwork ou sur Alibaba. C'est vraiment assez simple en vérité. Petit de fil en aiguille, voilà. Ouais. Alors, je suis d'accord avec tout ça. De toute façon, je rajouterais juste qu'effectivement, moi, par exemple, en ce moment, je connecte avec pas mal de monde grâce juste aux réseaux sociaux. Les gens, avant, je faisais la démarche. C'est moi qui écrivais à des créateurs de contenu. Ouais. Maintenant, c'est aussi eux qui viennent vers moi. Et il y en a que j'ai rencontré que j'ai rencontré en vrai, etc. En fait, il faut être effectivement avenant. Il faut sortir sa bulle de confort. Il ne faut pas se dire, ouais, mais je vais rester chez moi derrière mon écran. Non. Allez boire une bière avec quelqu'un qui fait le même boulot que vous, alors qui est plus avancé, ou alors qui a une compétence particulière, et vous vous dites, tiens, ce serait intéressant. Par exemple, tu vois, quelque part, nous, on s'est rencontrés parce que vous êtes client, mais on a aussi proposé des services en interne parce que vous avez des compétences. Toi, tu as des compétences que moi, j'ai pas, et moi, j'ai des compétences que tu n'as pas. Et en fait, être complémentaire, c'est vachement bien. Grave. Si vous êtes deux média buyers et que vous allez vous rencontrer, c'est cool. Vous allez pouvoir partager des tips, etc. Mais n'empêche que vous allez
finalement peut-être même un petit peu vous bagarrer dans le boulot si vous décidez de bosser ensemble, parce que vous allez pas être d'accord, mais je n'appliquerai pas cette stratégie à ta place, oui mais c'est moi qui décide, et ça pourrait partir en live. Alors que si vous avez des compétences différentes mais très complémentaires, c'est ça qu'il faut chercher plutôt pour fonder une équipe. Toi tu as fondé une équipe avec des gens qui ont des compétences différentes mais très complémentaires. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Et effectivement, le but c'est de trouver sa plus-value. Donc vous pouvez tout simplement essayer de devenir un expert dans un domaine. Parmi tous les domaines du e-commerce, une fois que vous formez un peu sur tout, mais vous pouvez trouver votre zone de génie. Moi, c'est l'acquisition sur Meta. Bon bah voilà, une fois que vous êtes bon là-dedans, vous pouvez effectivement connecter avec plein de gens qui ont d'autres zones de génie dans le e-commerce et avoir un échange de bons procédés. Effectivement, tu vois un mec qui est un expert en Google Ads sur les réseaux. Bon bah si tu connais personne, tu peux lui écrire, moi je suis un expert en Facebook, est-ce que ça te dirait qu'on discute, qu'on voit ce qu'on peut faire. Peut-être que tu as des clients en Google Ads qui ont des besoins en Facebook. Moi j'ai des clients en Facebook Ads qui ont des besoins en Google. Sur ma boutique je fais du Facebook, mais j'aimerais un expert Google. Toi peut-être tu as une boutique e-commerce, ah oui, bah moi je fais du Facebook sur ta boutique. Enfin voilà, plein de trucs possibles quoi. Donc faut pas hésiter. En vrai c'est assez facile de trouver des gens au jour d'aujourd'hui. Je trouve aussi. On n'est plus en 1993 où il fallait prendre l'annuaire pour essayer de dire alors non là mais c'est vrai que je me dis peut-être que c'est facile parce qu'on est dedans, on est déjà dans l'écosystème. Donc pour ça je pense un peu aux gens qui peut-être se disent sont perdus par rapport à ça, ils disent que c'est fermé. Les meet-up en général, regarde par exemple, tu vas prendre quelqu'un comme Alec Henry, il en fait 2 ou 3 par an. Il vient à Paris, voilà, etc. Donc alors on va dire Alec Henry, c'est pas que du e-commerce. Oui, d'accord, c'est du business en ligne. Dans le business en ligne, il y a forcément des gens qui font du e-commerce. Bien sûr. Donc ça coûte en général 15 balles, 20 balles, 25 balles, vous prenez votre ticket, vous vous abonnez en fait à toutes les personnes comme ça sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Quand les gens font un meet-up, en général, ils communiquent dessus, donc ça peut être aussi des webinaires, vous participez à un webinaire, vous voyez des gens dans le chat qui posent des questions, tiens, lui, il a l'air d'être intéressant, il pose des questions intéressantes, etc. Donc, bref, c'est facile aujourd'hui avec les outils qu'on a pour chercher des personnes, mais sortez vraiment de votre bulle, allez, soyez avenant et allez à la rencontre de l'autre. Un autre sujet qui est important d'aborder, c'est les hacks ultimes de conversion. C'est vrai que finalement, pour faire 1000 € par jour, au bout d'un moment, il faut quand même réussir à convertir son trafic en client. Et, tu me parlais J'étais sur mon téléphone, je suis désolé. C'est incroyable de faire ça. Non, je me concentre. Tu veux parler de quoi maintenant les hacks ultimes de conversion. Pour faire 1000 € par jour, il faut convertir son trafic en client. Et donc, est-ce qu'on a des astuces, nous, chez Ardeclou, pour convertir mieux ou des hacks ultimes de tunnels de vente, enfin bref, pour arriver à ces 1000 € par jour? C'est quoi les petits tips qu'on peut donner? Voilà, fin de la question. Non, mais des tips, bah oui, il y en a plein en fait. C'est toujours pareil, c'est parce que c'est difficile comme ça à froid d'y réfléchir, mais il faut déjà maximiser, je pense, accumuler un maximum de data. Donc bon, c'est vrai qu'il y a du budget à dépenser, c'est clair. Faut pas hésiter à faire des codes promo, faut pas hésiter à faire des codes discount, des opérations un petit peu spéciales qui sortent de je ne sais où. Je rebondis là-dessus parce que c'est important. Effectivement, tu as dit 2 trucs qui sont trop pertinents, la data et le fait de faire des codes promo. Faut pas hésiter au début quand vous êtes en train de faire du Facebook ou du Google, enfin tous les outils qui fonctionnent à la data justement, de brader, votre prix, en train de mettre des grosses promos. Parce qu'en fait au début on s'en fout complètement de votre marge. On s'en fout, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est la data. Vos algorithmes doivent avoir des événements achats, ils doivent comprendre qui est l'audience, qui est la cible de votre produit. Donc au début l'objectif c'est de charger les algorithmes pour avoir ces informations-là, cette data-là. Donc effectivement. Voilà. Tu vois comme quoi je suis pertinent sans le savoir. C'est fou, non? Non mais oui, tout à fait. Donc voilà, faire un maximum d'offres. Comme tu dis, c'est pas la rentabilité qu'on vise au début. Et ça aussi, c'est une erreur qui revient très très souvent, où on a souvent dans nos clients qu'on accompagne, des gens qui sont plutôt débutants en fait. Et au début, déjà, ils considèrent chaque client comme un trésor. C'est-à-dire, alors ils ont raison de considérer les clients au sens large comme un trésor. C'est vos clients qui ont la thune, qui vont vous la donner. Donc évidemment, il ne faut pas les négliger. Mais c'est vrai qu'au début, s'il y a un souci avec un client, il ne reçoit pas le bon produit, le colis est trop long, qu'est-ce qu'on fait? On panique, on s'en tape au premier client. Et désolé pour eux, on s'en tape, c'est simple. Ils font partie du test en fait.
Oui. C'est un peu comme des PNJ, tu sais, dans un jeu vidéo quelque part. Ils sont là parce que pour faire évoluer le personnage principal vers sa quête, mais c'est pas réellement les personnes les plus importantes en fait pour la réussite d'un projet e-commerce. Mais c'est vrai que c'est vos premiers clients. Je dis pas on s'en fout totalement, mais ils vont forcément eux-mêmes essuyer des plâtres de vos propres tests. Ouais, bien sûr. Mais ça permet d'accumuler de la data pour que vos campagnes publicitaires soient plus pertinentes ensuite. Et donc, c'est pareil pour vos produits. On a aussi, souvent des gens aussi, ils sont tellement contents du produit qu'ils ont, c'est leur bébé, nanana. Ah non, je peux pas vendre ça si peu cher, il faut que je vende ça plus cher. Oui, tu vendras ça plus cher plus tard. Mais on s'en fout au début, au moment où on est là, avant de faire tes 1 000 € par jour, on doit faire de la vente, on doit faire de la conversion. Il faut qu'on sache aussi quel est même le compte-rendu des clients, peut-être sur le produit. Tiens, le produit, la qualité du produit, ça va pas du tout. Ouais. Et tu te dis, mais attends, s'il y a un truc à corriger, c'est maintenant. C'est pas quand on va mettre des budgets énormes sur la table en publicité qu'on va corriger ça. Il faut le faire tout de suite. Donc, c'est vraiment une période de test jusqu'à atteindre ces 1 000 €. Et là, c'est le palier sur lequel après, vous pourrez grossir, scaler votre business, etc. Et vous avez résolu la plupart des problèmes en amont. Mais c'est très vrai, tu vois, t'es doublement pertinent. Et bien sûr, que veux-tu ? Il y a ce truc, quand vous faites 1 000 € par jour, vous commencez à peine à avoir un questionnement autour de la renta. Avant, tu t'en fous un peu. Avant, tu es dans un déploiement de business, tu veux le stabiliser, tu veux faire en sorte de vendre tous les jours et tu perds de l'argent tous les jours, c'est pas grave. C'est que, effectivement, à partir de 1 000 € par jour, tu commences à dire bon, il s'agirait d'être rentable aussi, c'est un sujet. Mais au début, tu cherches à comprendre ce qui fonctionne pas. Idem pour le marketing. Tu vas avoir, par exemple, des gens qui vont pas du tout vouloir, c'est border ce que je vais dire, mais malgré tout, faut dire les choses, être dans un marketing très agressif ou alors mensonger. Au début, c'est-à-dire par exemple, mettons que ton produit, tu as une V1 que tu mets sur le marché et la fabrication n'est pas super écolo. Tu peux faire une pub avec l'axe écolo, tu mets le paquet parce que tu as besoin de savoir si ça vaut le coup de développer ou pas. De l'autre côté, tu peux mettre le marketing à fond, sur le côté, ça vous fait économiser de l'argent. T'essayes ça parce que tu es dans cette période de test. Alors là, ils vont dire mais attends, mais c'est illégal, etc. Ça l'est. Mais là, je vous parle pas de stabiliser votre business avec ça, surtout pas. Le truc, c'est de réussir à identifier les pistes qui sont intéressantes. Si jamais votre pub, ou vous faites marketing sur le côté économique de votre produit, et que bon, ça vend un peu, mais voilà, c'est pas fou. Et là, d'un coup, quand vous avez l'axe écolo, alors que c'est pas le cas, vous en vendez plein. Bon, votre budget amélioration business va là-dedans. C'est ok, là, mon opportunité, elle est là. Quand je suis sur cet axe-là. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est au début, vous testez. Ne faites pas de volume, c'est sûr que si vous commencez à faire 1 000 € par jour de vente avec des arguments marketing qui sont faux, vous allez avoir des problèmes avec plein de trucs, vos clients, etc. Mais là, faites sur un petit échantillon. Et si jamais les clients sont pas contents, on vous rembourse d'ailleurs ces personnes-là. C'est pas un sujet. Le but, c'est de trouver des réponses. Encore une fois, on cherche pas la renta, on cherche à comprendre ce qui fonctionne pour notre business. Et donc au début, faites des tests et ouais, quitte à. En fait, c'est le même conseil du truc de fais ton business avant de faire ton entreprise. C'est exactement le même conseil. On dit oui, mais je suis pas en règle, mais tu te mettras en règle après. C'est pour l'instant, tu sais même pas si ton business va exister. Tu vas pas créer une SAS et tout. Bien sûr, mais c'est le même principe sur les certifications, les normes. Tu vois, on a souvent des gens. Alors évidemment, on essaie toujours de sourcer des produits qui ont déjà des certifications, des normes, mais parfois c'est pas le cas ou parfois la norme n'est pas complète. Tu vois, sur une utilisation précise, c'est pas très grave. On la passera plus tard. Ce qu'il faut, c'est déjà valider le truc. Passer une norme, ça coûte 10 000 balles. Ça peut coûter, quelques milliers d'euros, on va dire, en fonction de ce que c'est. On s'en fout d'être dans les clous tout de suite. On est hors des clous. C'est très bien. Mais ouais, non, mais c'est pareil pour le prix. Donc le prix, oui, mais mon produit, je le vends à 30 balles. Et tu vends tes pubs, 30 balles, ça part pas ou difficilement, etc. Putain, essaye-le à 9 €. Vois où est-ce que ça bloque en fait. C'est parce que si à 9 € il part pas, par exemple, c'est pas une question de prix. C'est pas une question. Non, mais ça permet de. Voilà, donc en fait, c'est ça. Au début, tu fais une batterie de tests. Tu dois tester plein de choses pour justement améliorer les bonnes choses. Là où tu as des gens qui vont, je l'ai déjà dit dans un épisode, ils ont des pubs de merde et du coup ils ont pas de trafic, du coup ils vendent pas et ils vont se mettre à refaire le site. Ben non, ton site, aujourd'hui tu sais pas s'il fonctionne ou pas ton site. Visiblement, ce qui ne fonctionne pas pour l'instant, c'est tes pubs. Les gens cliquent pas. Donc refais tes pubs, refais pas ton site. Enfin, c'est un peu ce truc là. Au début, tu fais plein de tests, et donc y compris des trucs qui sont pas vrais. C'est border ce que je dis. J'embrasse les inspecteurs qui vont venir me voir pour me dire, vous donner des conseils horribles aux gens. Mais c'est une des réalités du terrain. C'est qu'en fait, non, mais n'hésitez pas à être un petit peu, un peu plus large entre guillemets que la vérité.
pour voir aussi ce qui passe pas, et voilà, pour accumuler toujours beaucoup de data, c'est tout. Ouais, tout à fait. Donc, on n'incite pas les gens non plus à être malhonnêtes. Faut pas non plus. Surtout pas sur le long terme. Non, mais... Escroc, non mais je veux dire, c'est un test sur un tout petit échantillon, et encore une fois, remboursez vos clients. Si jamais vous avez dit par exemple que c'est du coton et que c'en est pas, oui, remboursez vos clients, soyez pas complètement con non plus, mais au moins vous allez savoir si quand c'est du coton ça marche bien, j'arrive à en vendre, donc oui, mon produit je vais finalement le faire en coton. Tu vois, le raisonnement est aussi simple que ça. Remboursez les gens que vous avez escroqués. Faites attention. Non mais faites attention. Moi je te rejoins tout à fait en fait. C'est-à-dire que je suis pas le premier non, je suis pas le dernier non plus pour avoir utilisé cette méthode par le passé aussi, mais c'est vrai qu'il y a quand même des limites. Je pense notamment par exemple à un de nos clients qui avait en 2020, tout début du mois de février, avant le premier confinement, un mois avant, donc début du Covid et tout, ça commence à paniquer machin, et le mec sort un site. Il aurait pu devenir millionnaire, ce gars, s'il n'avait pas eu des soucis après. C'est-à-dire qu'il avait vendu un site, créé un site où il vendait un masque. C'est un masque en fait pour faire du VTT, c'est les masques avec des filtres sur les côtés, un gros masque comme ça. Ah oui, bien sûr. Et il avait mis un virus barré, certifié, anti machin. C'était pas le nom d'ailleurs à l'époque, c'était machin. Mais n'empêche que, effectivement, il avait parlé de ça. Il avait vraiment mis ça en avant. Mais il en vendait, j'avais jamais vu un compteur Shopify certifié comme ça, quoi. Il faisait 100 000 ventes 100 000 euros par jour comme ça. En partant de zéro, en partant d'une boutique partait de zéro, dès le lendemain il faisait déjà 20 000 euros, et puis après pendant un mois comme ça. Et le problème c'est qu'il n'y avait pas assez de stock, donc on a dû commander du stock en urgence et tout. Mais souviens-toi, c'était déjà en Chine, c'était déjà les masques et tout. Ah ouais, c'était déjà le bordel, bien sûr. Enfin, nous on lui avait dit à ce client, attention, c'est des masques de VTT. Tu mets là, tu es en train de dire aux gens, c'est même pas sensible, c'est totalement déraisonnable. Non, mais tu vois, là où il aurait dû s'arrêter, en gros, je comprends, trop gourmand et tout, ça marche. Là où il aurait dû s'arrêter, c'est de dire, ok, si je vends des vrais masques. Il n'y en avait pas. C'est à tout le sujet. Et en fait, il y a eu alors, bizarrement, les très gros problèmes qu'il a eu, c'est même pas avec la RGPD, on va dire, la RGPD, n'importe quoi, pardon. Avec la brigade des fraudes, sur le fait qu'ils vendaient des masques, c'est sur le fait qui n'arrivait pas à livrer ses clients, puisque, je ne sais pas si tu te souviens, on était dans une époque très bizarre où les masques étaient interdits. On nous disait, oui, les masques ne servent à rien, nanana. Bon, on va pas revenir sur cette période, mais c'est déjà vieux pour certains. Et donc, en fait, à la douane, les douaniers arrêtaient les masques. Un masque sur deux passait, un masque sur deux passait pas. Imagine le SAV sur des milliers et des milliers de ventes tous les jours. On remarque après le propos, l'explication est assez simple en soi. Il leur dit, écoutez, vous avez vu le contexte, c'est le bordel. Ah ouais, mais les gens, ils faisaient payer ça, je sais plus, 39, 49 balles. C'était un masque en plastique avec des filtres, tu sais, filtre à charbon, je sais pas quoi. Et c'était en fait, c'était un petit jeune, on va dire, tu vois, donc il avait 19, 20 ans. Et quand tu vois des chiffres comme ça, tu fais des centaines de milliers d'euros en quelques jours, évidemment, tu vois, tu te dis, tu pètes les plombs, quoi. Ouais. Et nous, on l'a averti, d'ailleurs, on notait même sur les factures de produits, on notait, attention, ce masque n'est pas certifié, ce masque n'est pas de machin. On mettait toutes les garanties de notre côté, on le prévenait, on lui envoyait des emails pour lui dire, il faut que tu mettes ton site en règle, etc. Nous ne pouvons pas nous porter, en tant que fournisseur, nous porter responsable des affirmations du site, etc. Parce que pour se protéger nous-mêmes, même si quelque part on risquait beaucoup moins que lui, c'est lui le vendeur. Bien sûr, mais malgré tout, je trouvais ça quand même extrêmement limite. Donc, n'allez quand même pas jusque-là. Ne dites pas ça guérit le cancer, alors que ce n'est pas vrai. Ouais, non, il y a un truc, une pastille à base de pissenlit. Ouais. Non, mais d'accord. Faut surtout pas que ce soit, par exemple, on joue pas avec la santé des gens, on joue pas avec les enfants non plus, on dit pas qu'un enfant, tu vois, tout ça, on est d'accord. C'est plutôt du coup. Parce que là, sinon, je vais passer pour un monstre. Non, on parle bien juste de tester des angles marketing. Oui, on a bien compris. Et donc, le mot important dans ça, c'est tester, pas faire un business entier sur de l'escroquerie. Non, mais simplement, vous pouvez aller un petit peu plus loin, on va dire, arrangez-vous que la vérité dans la manière de présenter les choses pour déclencher plus de conversions. Mais effectivement, si la thématique est très sensible comme la santé, non.
n'y allez pas. Ouais. Après, ça dépend où tout le monde met sa sensibilité. T'en as plein qui pourraient me dire, ouais, au niveau de mon exemple sur l'écologie, attends, ça va pas. Le consommateur pense qu'il est en train de faire une consommation écolo alors qu'elle ne l'est pas. Donc ça dépend où tout le monde met sa sensibilité. Donc c'est pareil, je suis pas en train de vous dire, mentez sur le fait que ce soit écolo. Faites vos tests marketing. Faites vos tests marketing et mettez-vous, faites en sorte d'avoir des réponses pour savoir là où vous devez mettre du pognon. Si jamais vous voyez qu'effectivement, encore une fois, c'est parce que l'exemple est facile, l'écologie fonctionne dans votre marketing, ça veut dire que vous devez mettre en place un système écolo. Tout à fait. Pour avoir des certifs, etc. et pouvoir dire c'est parce que votre produit, du coup, se vend quand il est vendu comme ça. Alors qu'au début, tu sais pas forcément où mettre l'accent. Mais même pour faire plus simple, on va prendre un complément alimentaire. Un complément alimentaire, avant de payer 40 000 pubs, de faire réaliser des vidéos à droite, à gauche pour avoir des. D'abord, essayer de faire, je sais pas, 4 statiques, donc des créatives images. Une, complément alimentaire, mettons magnésium, sommeil. Une, toujours magnésium, âme, énergie. Une, comme ça, vous allez comprendre quel est l'angle le plus performant. Et une fois que vous avez identifié l'angle le plus performant et celui qui vend le plus, qui provoque le plus de conversion, quand vous allez investir de l'argent, vous dire, tu sais quoi, dans la création de pubs, donc on va payer 10 vidéos par exemple dans un studio, mettez-en 6 qui parlent d'énergie. Parce qu'on a fait quand même le constat que c'est cet angle marketing-là qui fonctionne le mieux. Bon, en vrai, c'est con, c'est forcément le sommeil sur le magnésium. mais je veux dire. Mais je comprends l'exemple. Je comprends l'exemple. Je comprends le principe. Mais dans l'idée, c'est ça. Ok, écoute, un dernier point peut-être là-dessus, puis on va terminer cet épisode. Juste dans les petits tips de conversion, pour vous donner un max de valeur. Il y a quand même des petits trucs, genre des humains sur le site. Voilà, des humains parce que c'est crédibilisant. Des humains sur les réseaux sociaux. Des offres, toujours une offre en cours. Livraison à partir de. Ça, on l'a vu, ce truc-là fonctionne bien. Donc, juste à côté de votre prix, livraison à partir de J+3 en tant qu'automatique. Les gens peuvent se projeter. C'est sûr que si vous livrez en 10 jours, c'est plus un argument, donc ça dégage. Mais honnêtement, un site où il y a le livraison à partir de J+3. Et un site où il n'y a pas, on a vu factuellement des taux de conversion qui bougent, quoi. Donc, d'ailleurs, si vous prenez, alors c'est vrai que c'est compliqué pour ceux qui débutent, s'ils ne sont pas encore à 1 000 € par jour, mais j'ai vu que c'était vraiment game changer, notamment pour un de nos gros clients qui était passé sur la formule Shopify Plus, de pouvoir de pouvoir faire des modifications sur le checkout et de pouvoir dire la date à laquelle le produit sera livré. Ouais. Et ça change tout. C'est-à-dire, alors même si c'est une date théorique, puisqu'il peut toujours y avoir arriver, mais voilà, quand la personne commande, vous serez livré, alors même si c'est 6 jours plus tard, mais vous serez livré telle date. Ça, je crois que c'est 15 ou 20% de conversion en plus. C'est complètement dingue. C'est un truc. Mais effectivement, ah oui, d'accord, bon, je serai livré telle date, ça va, je l'aurai avant de partir ou je le recevrai. Enfin, ça rassure vachement les gens en fait d'avoir la date. Donc, je sais pas, mais j'imagine qu'il y a peut-être un moyen aussi d'afficher ça. Au lieu de marquer J+3, est-ce qu'il n'y a pas moyen, quelque part, sans passer par Shopify attention, quand je dis J+3, c'est que justement, en fait, c'est écrit livraison à partir de samedi. C'est ça. Tu vois, c'est juste que ton truc, il est paramétré en J+3, c'est-à-dire que si jamais on est jeudi, d'accord. Ça sera écrit samedi. Ça, c'est très bien, ça. C'est ces trucs-là. Et effectivement, ça rejoint ce que tu dis, c'est ça qui fait la grande différence. C'est quand tu dis une date, les gens sont comme des oufs. De toute façon, c'est toujours pareil, en fait. Pour faire 1 000 € par jour, qui est la première étape, grosso modo, d'une réussite en e-commerce, c'est un ensemble de petits détails. Le diable est dans les détails et c'est tellement vrai en e-commerce. C'est pas que le produit, c'est pas que le marketing, c'est pas que la communication, le SAV, etc. Non, c'est un ensemble de choses. Il faut essayer d'être bon partout et c'est ça qui est un petit peu la difficulté quand on est surtout au début, quand on commence, quand on est tout seul. Il faut réussir à s'imprégner un peu de tout, se former là-dessus sur tout un tas de domaines très différents. C'est un petit peu comme si à l'école vous deviez être bon. Il faut absolument que en très peu de temps j'apprenne les bases de la physique, mais aussi que j'apprenne mes leçons d'histoire et que je sois bon en art plastique et que j'arrive à courir un 100 mètres en sport en moins de 2 minutes. Enfin, 2 minutes, c'est long, dire, pour 100 mètres. Mais enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que c'est un métier qui est devenu difficile, sur lequel il faut quand même se dire, ça demande du temps. C'est pas une demi-heure par jour. On n'est pas en 2016 avec un vieux site dropshipping à la mort moelleux. C'est pas une demi-heure par jour pour voir les ventes qu'on a fait. Ça demande du temps, donc une application, et ça demande un minimum d'argent. Mais en vérité, ces 1 000 € par jour, c'est tellement faisable. On le sait. Oui, bien sûr. C'est tellement faisable. Et 1 000 € par jour pour beaucoup de gens, c'est déjà complètement game changer. Si vous faites même 25% de cette somme en marge, 20-25% de cette somme en marge, imaginez déjà sur un mois, imaginez sur un an, et puis évidemment vous allez scaler, vous allez réutiliser une partie de cet argent aussi pour améliorer vos produits, agrandir la gamme, etc. Enfin, je répète ce que je dis toujours, mais le e-commerce reste, à mon sens, en 2024, comme c'était le cas en 2023, comme en 2022, sans doute l'un des meilleurs business, sans vraiment barrière à l'entrée, à moins d'être totalement con.
Ce qui arrive, c'est des choses qui arrivent. Et à moins vraiment d'avoir 0 € à investir. Et si c'est le cas, c'est pas grave. Ça fait partie de votre business plan, c'est-à-dire que vous allez déjà réfléchir au marketing, tout ça, à votre projet, vous allez cogiter, mais vous mettez par exemple 6 mois en vous disant j'ai vraiment pas de thunes du tout, très bien. Alors si vous avez un taf, vous avez forcément un peu de thunes. C'est-à-dire que vous réduisez les sorties, vous mettez un peu d'argent de côté, vous vous dites non mais il faut que j'arrive à mettre 3, 4, 5 000 € déjà pour commencer à mettre un peu d'argent là-dedans au bout de quelques mois. Ou alors si vous n'avez pas de boulot, si vous êtes un boulet, excusez-moi, mais... Non mais je veux dire, prenez un taf, allez bosser au McDo, quoi. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Si vous voulez vraiment faire ça, et c'est ce qui différencie toujours ceux qui réussissent, on le voit toujours dans nos clients, ceux qui réussissent très très bien, vraiment très très haut, et ceux qui échouent, c'est la volonté, en fait. Grave, bien sûr. Si tu veux pas le faire, ne commencez pas. Et je vous le dis tout de suite, si vous ne voulez pas bosser, même des fois le soir, comme ça, en disant, au début, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des équipes, mais au début, si vous ne voulez pas bosser la journée, le soir, le week-end, si vous ne voulez pas vous faire chier à apprendre des trucs sur tout un tas de domaines différents, et puis si vous ne voulez pas échouer, si vous avez peur de l'échec, ne commencez pas. N'y allez pas. C'est fait pour les gens qui ont effectivement de l'ambition, mais surtout qui vont... sortir les doigts. Qui ont la dalle, c'est pas un business facile, quoi. C'est un business qui demande de bosser, Donc, c'est la meilleure opportunité encore, je pense, en 2024, de faire beaucoup, beaucoup d'argent, vraiment. Et quand je dis beaucoup, en fait, ça dépend ce que c'est pour vous beaucoup. C'est peut-être pour certains 2 000 € par mois, c'est je me paye 2 000 € par mois, c'est génial. Puis ça va dépendre aussi, bien évidemment, de votre condition, votre statut, le pays dans lequel vous vivez, ça dépend de beaucoup de choses. Mais vous pouvez faire beaucoup d'argent finalement, je trouve encore assez peu de temps. Pour moi, une vraie réussite en e-commerce, ça peut se faire en 2-3 ans. Vraiment une réussite. Ça peut. C'est pour moi très peu de temps. Est-ce que ça vaut le coup de bosser comme des chiens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour ensuite se dire waouh, putain, je suis fier de ce que j'ai créé. Tu fais bien de le souligner, c'est que 1 000 € par jour de chiffre d'affaires, je pense que c'est le gap où on peut dire que tu as réussi déjà en e-commerce, dans le sens où ça y est. T'as compris. Ouais. En fait, c'est ça. T'as compris le système. Tu n'as plus qu'à l'améliorer. C'est ça. Du coup, tu vois, si jamais t'as pas encore quitté ton job, t'arrives aux 1 000 € par jour. C'est bon. Tu peux y aller. C'est un des sujets qu'on va traiter après de toute façon, mais dans un autre podcast. Mais quand t'as fait les 1 000 € par jour, tu vis du e-commerce. Tu vois. Ouais. Tu vis du e-commerce, parfois mal. Tu peux mal vivre du e-commerce, mais en tout cas, tu peux en faire une activité principale. Et du coup, tu as déjà, par exemple, la liberté géographique. Tu peux bosser où tu veux. Ouais. Ça y est. Tu fais rentrer de l'argent grâce à ton business en ligne. Donc, tu as déjà atteint beaucoup de choses. Et puis, si ton projet il fait 1 000 € par jour, c'est qu'il est stable. C'est qu'il est bien installé. Donc, il va connaître une croissance. Si ton produit, c'est pas de la merde, tu vas fidéliser tout son mais sûrement. C'est-à-dire que même en faisant pas beaucoup de choses, tu avances. Ton projet, il va croître et faire de plus en plus de thunes. Et j'ajoute aussi que, puis on finira peut-être là. Ouais. Mais 1 000 € par jour, donc on parle bien de chiffre d'affaires. Ouais. Parce que c'est toujours les questions qui reviennent. Oui, mais c'est pas du bénéfice. Non, je parle du chiffre d'affaires. Ouais. La boutique affiche 1 000 € de vente. Pour ça, si on veut décomposer ce chiffre, 1 000 € par jour, c'est 30 000 € par mois. Il faut retirer coût produit. On peut retirer a priori, 8 000. Ouais, à peu près. Coût transport, ça peut être un peu. Je mettais ça dans les 8 000. Tu mets ça, d'accord. Ouais. Transport produit, très bien. Ouais. Derrière, tu retires de la TVA. Ça représente combien sur aide-moi là en maths. Selon les cas. Oui, selon les pays, selon les cas, Bon, vous retirez la TVA, vous retirez le coût publicitaire pour faire 30 000, allez, 10 000. Bref, sur 30 000, si vous êtes sur ce niveau-là, donc je parle du premier mois, parce qu'après tu peux avoir des 30 000 avec beaucoup plus de rentabilité, avec moins de budget pub, mais au début, voilà, tu es sur ces trucs-là. À la fin, effectivement, il te reste 4 000, 5 000 peut-être dans ces eaux-là. Et c'est dans tes poches, ça. Enfin, bien sûr. C'est sur ta boîte. Donc, encore une fois, ça dépend où t'es. Si t'es en France, après, il faut que tu fasses passer beaucoup de dépenses sur ta boîte pour pouvoir jouir pleinement de cette somme-là. Et donc, ça marche pas en micro-entreprise. Il faut monter une boîte. Il faut monter une SAS, une SARL, une URL, etc. Forcément. Mais de toute façon, honnêtement, c'est pas jouable. La micro-entreprise, c'est très très bien quand vous commencez. Ne partez pas sur une boîte quand vous commencez, c'est idiot. Mais dites-vous que vous allez devoir rapidement vous séparer du statut pour évoluer. Et c'est normal et ce sera sain d'évoluer sur un statut d'une vraie société. Ouais, de toute façon, dès que vous voyez que vous allez exploser le statut, le plafond de la micro-entreprise, let's go. Ce sera de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas compliqué. Mais c'est vrai qu'au début, du coup, au lieu d'avoir les 20% de TVA qui sont du coup sur le chiffre d'affaires, vous avez que 12,5% avec la micro-entreprise. Si vous avez l'ACRE, vous avez 5%. Donc vous pouvez quand même bien vous en sortir.
Mais après, effectivement, oui, voilà, il faudra passer en société. Et là, par contre, vous aurez du coup moins d'argent parce qu'il faudra vous payer, mais vous aurez des dépenses de boîte, quoi. Voilà, vous allez passer tout en dépenses, l'achat produit, le coût le coût du transport, le coût du matériel que vous allez utiliser, par exemple, etc. Enfin, tout ça. Et votre vie au quotidien, quand vous bossez tous les jours, hein, donc vous bossez toujours, donc la bouffe au quotidien, à la semaine. Vous allez au resto justement avec votre partenaire ou quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre du boulot, oui, ça passe en frais de société. Vous allez voyager, par exemple, vous allez aller à Dubaï, par exemple, pour aller rencontrer, réseauter, hop, ça passe en frais de société, il y a beaucoup de choses. Alors là, faites-vous conseiller quand même, ne faites pas n'importe quoi, mais effectivement, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, mais voilà, faites-vous conseiller par un comptable. De toute façon, à partir du moment où vous avez une société, il vous faut un comptable, et avant d'avoir cette société, vous pouvez très bien demander une consultation, c'est gratuit, avec un comptable, pour un petit peu comprendre les tenants, les aboutissants, un peu du bazar. Mais tu sais que pour près de frais de société, là en ce moment, je sais plus si je l'ai dit dans un épisode ou pas, je crois pas, mais donc je commence à m'intéresser à la publicité pour les sites pour adultes. Et du coup, de fait, tu sais, dans tout ce qui va être échantillon ou même abonnement premium, enfin tout ce que tu veux pour voir ça va être un peu bizarre, besoin. Dans les lignes de transaction. Exactement, c'est ce que je me disais, c'était sur tout ce qui gravite autour de tout ça. J'étais en putain, mais du coup, là en frais de société, trop bizarre, quoi. Si jamais on veut du coup faire la promotion sur un site pour adultes pour des boutiques de sextoys en affiliation, si on veut faire les choses bien, on achète les sextoys en question pour vérifier la qualité, pour pas vendre de la merde. Et du coup, en frais de société, tu vas avoir des achats, enfin voilà. Et donc ça montre bien que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux tout acheter en société, il faut juste pouvoir le justifier, il faut que ça ait du sens par rapport à l'activité que tu mènes. Mais il y a des choses on va pas parler de ça, c'est pas le but de ce. Ouais. D'ailleurs, ce serait intéressant de pouvoir avoir un professionnel un jour en invité. Grave. Pour pouvoir, répondre vraiment concrètement à des questions. Jusqu'où on peut aller. Par exemple, il y a des frais de bouche, il y a des frais d'habillement, de représentation aussi, tu vois, le coiffeur, etc. Mais combien de fois par an c'est autorisé, quels vêtements on peut acheter, etc. Il y a tout un tas de questions qui sont un petit peu floues comme ça. Et ça serait intéressant d'avoir des réponses avec un professionnel. Ouais. Finissons ce podcast, cet épisode. Au revoir. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les réseaux. Abonnez-vous sur la chaîne L'Heure des Clous si c'est pas fait. Si vous tombez sur nous pour la première fois, mettez en commentaire des questions. Si vous voulez qu'on traite de sujets particuliers qui touchent au e-commerce, à la logistique, à l'import-export, au business en ligne en général. En général, hein. Voilà. Même à votre vie perso. Si vous avez d'ailleurs une expérience, si vous êtes dans la région parisienne ou si vous vous déplacez dans le coin et que vous voulez participer au podcast parce que vous avez une expérience intéressante à partager bien sûr, dans ce type de business, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour ça. Ce serait un plaisir de vous recevoir ici et on vous offrira un café. C'est quand même peut-être même deux si vous êtes sympa, et si vous venez sur les épisodes du matin, peut-être même le restaurant. C'est pour vous dire, il y a quand même un truc. C'est quand même pas mal. Vous pouvez demander à Rémi et Théo qui sont déjà venus sur les épisodes. On sait recevoir. Nos bureaux sont plein premier arrondissement, donc on peut pas faire mieux quand même. En plus, très très bien localisé. En termes de lieu. Ok, écoutez, on se dit à très vite et surtout likez également et partagez cette vidéo. On se dit à très bientôt, Hugo. À très bientôt, Romain. Au prochain épisode. Bye bye. Bye. Salut, ciao.